En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie, numérique, immigration, écologie. En cette année d'élection présidentielle, pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Pour cette fin de saison, j'ai le plaisir de recevoir Natacha Polonier, la directrice de la rédaction de Marianne, qui est aussi l'une des meilleures observatrices de la vie politique française, fera avec nous le bilan de cette année présidentielle et législative. La campagne a-t-elle été à la hauteur des enjeux ? A-t-on vécu une année d'élection pour rien ? Les Français ont-ils finalement délibérément fait le choix du blocage institutionnel ? Que faut-il attendre du quinquennat qui débute ? Tout de suite, les réponses de Natacha Polonier sur Sud Radio, en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Natacha Polonier, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir avec tant d'éloges. Je ne sais pas si je les mérite. Si, vous les méritez, bien sûr. Merci d'être avec nous aussi sur Sud Radio. Pour cette fin de saison, toute l'année, nous avons essayé dans cette émission de nous extraire du commentaire stérile pour aborder les grands enjeux de la vie politique. Mais je dois dire qu'à l'issue de la campagne, j'éprouve une certaine frustration car j'ai eu le sentiment qu'on n'a pas forcément traité les sujets essentiels. Je vous ai écouté notamment sur France Inter. J'ai l'impression que vous avez un peu le même sentiment. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'on a vécu une non-campagne ? C'est très paradoxal parce que il y a des sujets qui ont été abordés indéniablement et même des mots qui sont apparus dans le débat dont on pensait que plus jamais on ne les retrouverait dans la vie politique française. Je pense évidemment au mot souveraineté, alors là maintenant qui a été tartiné à toutes les sauces, vidé de sa substance, comme tous les mots qu'on vient utiliser. Mais on a parlé du nucléaire, enfin on a retrouvé l'importance de la question énergétique. C'est quand même dément de se dire que pendant 20 ans, on ne s'est pas posé la question de ce qui fait le cœur des sociétés moderne. Depuis 2 siècles, la question de l'énergie, c'est la question cruciale. Eh bien, on n'éprouvait même pas le besoin de s'y intéresser. Et on a vu ce que ça a donné sous le quinquennat de François Hollande, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, la fermeture de Fessenheim. Donc là, c'est revenu sur le premier plan. On a parlé immigration. Parce qu'on peut penser ce qu'on veut de l'émergence d'Éric Zemmour. Mais tout de même, à un moment donné, on a mis sur le tapis ce sujet-là. Il y a un autre sujet essentiel, je pense, dont il faudra reparler, mais qui a surgi à un moment, même si il a tout de suite été mis sous le boisseau, c'est la question de l'articulation entre l'état de droit et la volonté du peuple. Question majeure, et qui va ressortir à tout moment de la vie politique. On en a parlé un petit peu pendant cette campagne. Donc il y a eu des sujets qui ont été abordés. Et pourtant, on a tous le sentiment qu'il n'y a pas eu de campagne. C'est ça, c'est le paradoxe de cette année qu'on a vécue, parce qu'en fait, à chaque fois, les sujets essayaient de sortir, et puis, le coronavirus, puis la guerre en Ukraine. Donc en fait, tout était étouffé dans l'œuf, et on a quand même, je pense, vécu une campagne qui n'a pas permis de trancher les sujets essentiels, puisque nous le savions, mais est arrivé ce que le peuple français voulait éviter, ce que beaucoup de gens voulaient éviter, c'est-à-dire un nouveau second tour, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, parce qu'on sait très bien que ça permet la grande rhétorique antifasciste qui permet d'effacer, en fait, les débats de fond. C'est ça qui s'est passé. Les législatives, n'en parlons pas, ou plutôt, on va en parler. On va en parler, je vous rassure. Mais c'est pareil, cette mécanique fausse s'est remise en place. Bref, alors même qu'on sait maintenant qu'il y a des sujets fondamentaux. J'ai oublié de citer évidemment la réindustrialisation, là aussi. Maintenant, tous les candidats à la présidentielle sont pour la réindustrialisation, c'est quand même miraculeux, là aussi. Donc bref, les sujets sont là, les Français attendent qu'on en parle, et rien. Pour vous, quel était si vous deviez distinguer un sujet fondamental qui aurait dû être celui de l'élection, quel serait-il ? Et quels sont peut-être les sujets malgré tout qu'on aura éludé d'importance dans cette campagne ? Le sujet qu'on a éludé pour moi, c'est l'école. L'école, on a fait une de Marianne là il y a 2 semaines qui interpellait Emmanuel Macron. Monsieur le Président, c'est le seul sujet. Alors, je viens de citer tous les autres sujets qui sont importants pour moi, bien entendu. Mais l'école est essentielle. Pourquoi ? Parce que ça touche d'abord à l'existence même d'une communauté nationale. Et nous voyons que c'est ça
qui est mis en danger aujourd'hui. Le fait de nous sentir appartenir à un même peuple, avec une culture commune, avec des références, des valeurs communes et un destin commun. Ça, c'est à l'école que ça se forge. Dans l'articulation entre République et école, il y a ce fait-là. C'est ce qu'on a totalement oublié. Plus personne ne sait ce qu'était réellement le projet de l'école républicaine. Deuxième point, on voit que le niveau des jeunes Français s'effondre et ça a des conséquences tragiques. D'abord pour l'égalité entre les citoyens, c'est-à-dire la possibilité, le pacte social, il repose sur l'idée que quel que soit le milieu dont on est issu, on puisse espérer, par son mérite, par son intelligence, par ses talents, réussir. Là aussi, il n'y a pas de véritable république sans ça. Or, nous voyons qu'aujourd'hui, l'école française est la plus inégalitaire de tous les pays de l'OCDE, c'est-à-dire qu'elle reproduit et même amplifie les clivages sociaux. Enfin, troisième point, mais c'est l'avenir économique du pays qui se joue. C'est-à-dire que le niveau en mathématiques des élèves français, vous avez tous vu ces articles disant que les professeurs étaient étonnés du niveau en mathématiques des jeunes Ukrainiens. C'est quand même dingue, on avait une école mathématique. Je me souviens d'avoir interviewé dans le Figaro Olivier Ray, qui est à la fois philosophe et mathématicien, et qui expliquait qu'effectivement, on n'arrivait plus à recruter d'ingénieurs, par exemple, et que c'était justement un enjeu de souveraineté, comme quoi tous les sujets se tiennent. Bien sûr que tous les sujets se tiennent et tous les sujets commencent à l'école. Et l'interview de Pap Ndiaye en début de semaine dans Le Parisien a ceci de très intéressant, qu'on voit que en fait, il est sans doute plein de bonne volonté, plein d'envie d'agir, mais c'est une succession de clichés. C'est-à-dire qu'on voit ce que donne le fait de nommer au ministère de l'Éducation nationale quelqu'un qui ne connaît pas les problèmes. Il va sortir 2-3 poncifs sur le fait qu'il faut réconcilier les pédagogues et les universalistes et les républicains. Ça fait 30 ans que j'entends ça. C'est une blague, ça ne veut rien dire. La question, c'est celle des méthodes d'apprentissage, celles qui marchent, celles qui ne marchent pas. Et comment on forme les professeurs à ça. Ensuite, il parle du fait qu'il faut enseigner la transition climatique dans toutes les matières, le développement durable. Alors, d'abord, excusez-moi, mais c'est exactement ce qui est fait déjà. C'est-à-dire que c'est le seul sujet dont on parle à tous les niveaux de l'éducation, dans toutes les matières, on en met déjà. Et ben, il faut en mettre encore plus. Pourquoi ? Parce que on va faire, en gros, c'est la négation de l'esprit laïque de l'école. On va faire du catéchisme. Le rôle de l'école républicaine, c'est d'instruire. C'est d'émanciper. Émanciper par les savoirs. C'est-à-dire, on estime que les savoirs universels, articulé avec une formation de la raison et de la logique chez les enfants, va permettre à chacun de penser librement. Et donc le but, ce n'est pas d'enseigner l'esprit critique, c'est d'enseigner les savoirs qui permettront à chacun d'exercer sa raison. Ça veut dire que c'est le contraire de ce catéchisme qui consiste à dire aux enfants ce qui est bien et ce qui est mal. Donc là, je pense qu'on est en train de réinventer une école confessionnelle, mais c'est la confession contemporaine, voilà, la religion contemporaine est transmise à l'école. Donc il y a plein de choses comme ça à analyser, mais qui prouvent qu'on est encore une fois en train de passer à côté des problèmes, et encore une fois, il faut attendre de voir ce que ça va donner concrètement. Mais déjà là, on passe sur les problèmes comme l'eau sur les plumes du canard. D'ailleurs, au-delà du problème central qui est effectivement l'instruction et comment on émancipe par le savoir, il a expliqué qu'il voulait réconcilier la nation, mais en même temps, Pap Ndiaye est un multiculturalisme, il l'affirme, il est inspiré par le modèle américain, favorable à la discrimination positive. Est-ce que ça risque pas de fracturer encore plus finalement la nation, cette vision-là ? Alors, je pense qu'il est suffisamment intelligent pour ne pas être militant de cette cause-là, et c'est tant mieux. En revanche, ce n'est peut-être pas que ça va fracturer directement, parce qu'en effet, il n'en fera pas un combat et un marqueur politique. En revanche, le fait de mettre ça en avant plutôt que les véritables problèmes de l'école risque d'amplifier les fractures qui sont déjà en jeu. Et c'est en cela que c'est très grave. Après, on peut débattre des positions réelles de Pap Ndiaye et de celles des courants qui finalement trouvent en sa nomination leur victoire. Et là, en effet, c'est le contraire de l'idéal universaliste, l'idéal des Lumières, dont je pense qu'il est au cœur
on va dire, de la formation de la nation française à partir du XVIIIe siècle. Et je pense que c'est un héritage qu'il faut au contraire préserver parce que c'est le seul qui évite la guerre civile. Merci Natacha Polony d'être avec nous sur Sud Radio. On continue à parler de l'élection, du bilan de cette année de l'élection après la pause. Est-ce que ça a été la victoire du manichéisme et des affrontements binaires? Vous nous répondez après une courte pause. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Natacha Polony. Dans toute vérité, nous faisons le bilan de cette année présidentielle et législative un peu frustrante. C'est ce qu'on disait avant la pause. On a mis sur la table quelques sujets importants, mais on les a survolés. C'est ce que vous nous disiez, Natacha Polony. À qui la faute? Est-ce que c'est celle de Vladimir Poutine, finalement, qui s'est invité dans cette C'est toujours la faute élection, de Vladimir Poutine. Ou est-ce que c'est aussi un peu quand même la faute d'Emmanuel Macron qui n'a pas voulu faire son bilan? Est-ce que faire le bilan du sortant, c'est important dans une élection présidentielle? La faute est multiple et collective. Oui. C'est-à-dire que il y a la dimension conjoncturelle, c'est-à-dire le Covid d'abord, il ne faut pas l'oublier, quand même, pendant tout l'hiver, on n'était pas sur la guerre en Ukraine, mais on n'a pas eu de campagne non plus. C'est-à-dire que tout a été écrasé par les débats permanents pour savoir s'il fallait la troisième dose, pas la troisième dose, le masque, pas le masque, et c'était consternant. Et même sur ce sujet-là, on n'était pas capable d'avoir des débats de fond. Sur les enjeux structurels. Voilà, sur la question du l'hôpital, rapport au risque aussi, donc de la façon dont on envisage la vie humaine, et évidemment sur l'état de l'hôpital, parce qu'on peut rappeler quand même que là aussi, dans le genre destruction d'une institution de la République, l'hôpital, c'est quelque chose. Donc, il y a ces phénomènes conjoncturels qui se sont invités. Du coup, ça met en cause quoi? Le fonctionnement des médias aussi. C'est-à-dire que on est en pleine campagne présidentielle et sous prétexte qu'il y a des sujets qui sont faciles, c'est-à-dire qui sont évidents, je veux dire, que ce soit la guerre, que ce soit une crise, une épidémie, une pandémie mondiale, ça fait peur et la peur, ça marche. Et donc on va tartiner là-dessus au lieu de jouer un rôle démocratique, parce que les médias, je le crois profondément, ont un rôle démocratique à jouer, c'est celui justement de faire émerger les sujets essentiels, de permettre que se passe ce débat qui va aboutir ensuite à ce que les citoyens tranchent par l'élection. Ça ne s'est absolument pas passé. Et on est de plus en plus dans le fonctionnement médiatique, dans ce que j'appellerais le sujet unique. C'est-à-dire qu'il y a un seul sujet qui écrase tous les autres, et on va changer de sujet unique régulièrement. Ce qui est frappant, c'est que oui, effectivement, j'allais vous dire, on en change sans jamais arriver au bout. Enfin, le Covid a disparu, là, il réapparaît. Idem un peu pour la guerre en Ukraine, qui était quand même l'enjeu qui semblait tout écraser. Et puis, puis quand les gens en ont marre, on passe à autre chose. On passe à autre chose, c'est quand même on oublie étonnant. que ça existait. C'est quand même étonnant, ouais. Il y a aussi une dimension qui m'a frappé, moi, dans les débats, et qui me frappe dans la manière de faire de la politique, et qui a peut-être été quand même poussée au paroxysme par Emmanuel Macron, c'est qu'on est quand même de plus en plus dans le comment, dans la technique de la politique, et de moins en moins dans le pourquoi. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de sens, en fait, aussi dans cette élection? Alors oui, bien entendu, mais c'est presque plus vaste que ça. C'est-à-dire que Emmanuel Macron est le produit d'un système qui se met en place à partir de la fin des années 1970, début des années 1980, qu'on peut appeler néolibéralisme. Alors il faut bien, là je fais une petite parenthèse, il faut expliquer. Ça n'est pas le libéralisme, le néolibéralisme. Ni même l'ultralibéralisme. Non, l'ultralibéralisme, c'est une façon d'amplifier l'attaque qu'on fait contre le libéralisme. Le néolibéralisme, c'est un courant économique et politique qui consiste à penser qu'il faut déréguler l'économie parce que c'est par la libre circulation, le libre-échange, la division mondiale du travail que la mécanique économique va bien fonctionner. Ça s'appuie sur l'idée que l'économie est une science dure, au même titre que les mathématiques. Il y a des lois universelles de la nature qu'on doit respecter et qui donc, et c'est là où ça devient problématique, échappent aux politiques. En gros, le néolibéralisme est un courant qui rompt avec le pacte politique et social qui avait émergé au sortir de la Seconde Guerre mondiale et qui avait permis des conquêtes sociales majeures. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait la peur du communisme, il faut bien reconnaître. Ça a permis d'arracher des choses énormes, la sécurité sociale. Voilà. Et donc, la conjonction entre ce courant de dérégulation et la chute du mur de Berlin qui fait disparaître l'ennemi
qui pourrait agiter les masses prolétaires des pays occidentaux. La conjonction des deux aboutit au monde dans lequel nous sommes, avec des politiques qui ont renoncé à leur pouvoir parce qu'ils ont adhéré à cette idée que de toute façon ce n'était pas leur problème et il n'y a pas d'alternative, comme le disaient à la fois Margaret Thatcher et Emmanuel Macron. Souvenez-vous que sa première interview, au moment où il est nommé ministre de l'économie de François Hollande, grande interview dans Le Point, la une est une citation de son interview, il n'y a pas d'alternative. D'ailleurs, quand il, sur le tarmac plus récemment, quand il dit voter pour la République, ça veut dire un peu la même chose d'une certaine manière. On va encore plus loin. C'est-à-dire que Emmanuel Macron va au bout de ce système. Jusqu'à présent, il y avait un reste de fausse alternance politique entre libéraux de droite et libéraux de gauche qui faisaient la même politique, celle justement de la dérégulation. C'est parfaitement vrai. Regardez, dans les autres pays du monde, qui a le plus dérégulé l'économie, qui a le plus financiarisé, parce que le néolibéralisme, c'est aussi ça, c'est la transformation de la finance en industrie. Ouais. Voilà, c'est la troisième gauche qu'on appelait, ou la deuxième gauche, voilà, deuxième gauche, pardon, c'est-à-dire tous ces gens qui considèrent qu'ils sont de gauche parce qu'ils sont ouverts d'esprit progressiste, mais qui ont le portefeuille totalement à droite et qui, surtout, donnent les clés du camion aux multinationales, aux grands intérêts financiers et notamment donc aux banques. Voilà. Bon, eh bien, c'est bien la gauche qui a fait ça au moins autant que la droite. Et on le voit en France, le gouvernement qui a le plus libéralisé, qui a le plus privatisé, Dominique Strauss-Kahn, le gouvernement Jospin. Donc, ce courant-là, au bout d'un moment, n'arrive plus à fonctionner. Il se grippe. Pourquoi ? Parce que les citoyens un peu partout voient qu'ils ont beau voter, ça ne sert à rien. Donc on voit des émeutes par le vote. Le Brexit, Donald Trump, des gens qui se révoltent. En gros, pour reprendre la métaphore de Philippe Muret, ils prennent un gourdin et ils tapent sur le système. Et comme le disait Philippe Muret, ça ne veut pas dire qu'il soit gourdiniste, ça ne veut pas dire qu'il veuille que le gourdin exerce le pouvoir. Mais il cogne. Panique à bord, et que fait-on ? Ça, c'est l'image utilisée par Alain Juppé. Eh bien, on prend l'omelette et on va couper les deux bouts de l'omelette et il reste la partie baveuse du centre. Voilà. Et le macronisme, c'est ça. C'est-à-dire, en gros, il n'y a plus qu'un grand parti central et le reste, les deux bouts, sont renvoyés aux extrêmes. Et tous ceux qui contestent la politique menée par ce centre omniprésent et omnipotent sont forcément dans les extrêmes. Donc, on délégitime toute opposition. Et c'est bien ça qui a donné l'absence de débat pendant ces deux élections, l'élection présidentielle et les élections législatives, puisque à chaque fois, il s'est trouvé un extrême qu'il fallait délégitimer. Regardez comme la rhétorique a été la même dans le second tour de l'élection présidentielle et dans le second tour des élections législatives. Mais une fois c'était appliqué au Rassemblement national, la deuxième fois à la NUPES. Justement, vous célébrez les 25 ans de Marianne. Je rappelle que vous êtes la directrice de Marianne. C'est aussi pour ça que je vous ai invité. C'est un hebdomadaire qui a beaucoup compté pour combattre ce qu'on appelait à l'époque une forme de pensée unique. Hein. Là, vous nous avez expliqué que parfois il y avait un sujet unique et même peut-être une tentative de parti unique par Emmanuel Macron. Mais est-ce que cette campagne, au-delà de ça, parce que moi je pense que dans les médias aujourd'hui, il y a quand même des voix différentes. En début de campagne, vous l'avez dit, Éric Zemmour a fait émerger un certain nombre de sujets, quoi qu'on pense du reste de sa politique et de sa vision du monde. Mais est-ce qu'on n'est pas quand même, malgré ces oppositions, justement dans une opposition totalement binaire et manichéenne ? Vous nous parliez des deux bouts de l'omelette. Est-ce que le vrai problème aujourd'hui des débats politiques, c'est qu'il y a les bons et les méchants ? En permanence, mais le problème, c'est que tout le monde pratique ça. Et tout le monde pratique ça, oui. Oui, parce que regardez, actuellement, les militants de la France insoumise, certains sont d'un sectarisme. Alors évidemment, les réseaux sociaux sont un amplificateur de ça. Enfin, c'est délirant. Et les militants, certains militants du Rassemblement national, certains militants d'Éric Zemmour sont d'une agressivité totale. Et ne parlons pas des centristes autoritaires, c'est-à-dire du fan club macroniste, pour qui toute personne qui n'est pas dans la célébration du président de la République est un infâme suppôt de Vladimir Poutine. C'est devenu, d'ailleurs, c'est très intéressant, la délégitimation de l'adversaire politique ou de celui qui pense mal prend des formes différentes. En 2002,
a été publié après l'arrivée au second tour de Jean-Marie Le Pen, et pour justement trouver des coupables, puisqu'il fallait des coupables à ça, un livre qui s'appelait Le rappel à l'ordre, enquête sur les nouveaux réactionnaires, de Daniel Lindenberg, qui est dans une maison d'édition dirigée par Pierre Rosanvallon, le pape de la deuxième gauche, c'est-à-dire justement le penseur de l'acceptation du néolibéralisme, mais qui continue à donner des leçons de gauche. Et donc, à ce moment-là, réactionnaire, c'est le terme pour délégitimer. Et donc, dans les nouveaux réactionnaires, à l'époque, il y a tout le monde. C'est-à-dire, il y a Marcel Gauchet, il y a Alain Finkielkraut, il y a Michel Houellebecq, des gens qui pensent pas du tout la même chose, mais c'est pas grave, ils pensent mal. Eh bien, ça se recompose. En 2017, souvenez-vous, Emmanuel Macron pointe les déclinistes. Donc, les méchants, on les appelait déclinistes à ce moment-là. C'est-à-dire, vous comprenez, ils sont là en train de dire que ça va pas, c'est donc qu'ils veulent que ça n'aille pas. Vous voyez, c'est d'ailleurs la phrase fabuleuse d'Emmanuel Macron, « N'écoutez pas les Cassandres ». Mais dans la mythologie, Cassandre, elle annonce ce qui va se passer, elle annonce la vérité. Voilà, le drame, c'est qu'on l'écoute pas, mais elle a raison. Oui, c'est vrai. Donc c'est fabuleux quand même, comme révélateur. Et donc, on a vu ensuite, grâce au Covid, apparaître les complotistes. Donc maintenant, les méchants, c'était les complotistes, quels qu'ils soient. C'est-à-dire que, alors même que quand on voit des complots russes partout, là on n'est pas complotiste, on a raison. Et donc maintenant c'est poutiniste. Dès que vous pensez mal, vous êtes poutiniste. Donc en gros, il faut en permanence que le camp d'en face, ce soit les salauds. Mais je disais, c'est vrai pour certains militants de la France insoumise, pas tous, je les mets même pas tous dans le même camp. Mais c'est pareil, vous avez une véhémence, une rage contre les salauds, quels qu'ils soient, qui donne l'impression qu'en fait la vie politique française répète en permanence les guerres de religion. Je ne suis pas une adepte du centre mou, mais je suis une adepte de la nuance et de la capacité à penser contre soi-même, c'est-à-dire à considérer qu'un camp n'a pas toujours raison. Et le fondement de Marianne, c'était ça. Quand Jean-François Kahn fonde ce journal en 97, il a plusieurs obsessions. D'abord, parler de ce dont les autres médias ne parlent pas, en particulier sécurité et immigration, sans être systématiquement renvoyé au Front National. Ensuite, il le raconte lui-même, quand il annonce qu'il va mettre un journal, qu'il va créer un journal avec une femme, avec le drapeau français qui s'appellera Marianne, on lui dit « Tu veux créer un journal Front National ?» C'est fabuleux, on abandonne le drapeau français. Voilà. Et dernier point, donc, cette idée que on n'est pas de droite ou de gauche, on n'a pas d'étiquette. Pourquoi ? Parce qu'on va arrêter de considérer que dans le camp d'en face, il y a des salauds et qu'on a toujours raison. Il faut prendre ce qu'il y a de bien partout et tirer à boulet rouge contre ceux qui se plantent, où qu'ils soient. Merci Natacha Polony. On va essayer de faire ainsi. Donc, vous êtes avec nous sur Sud Radio. On continue après la pause à faire le bilan de cette élection présidentielle et législative. En ne donnant pas de majorité à Emmanuel Macron, les Français ont-ils voulu le mettre hors d'état de nuire? Vos réponses en toute vérité après la pause sur Sud Radio. Natacha Polony. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Natacha Polony en toute vérité pour faire le bilan de cette année présidentielle et législative. On en arrive justement aux élections législatives. Il y a quelques semaines, vous avez fait une une de Marianne Choc, comme vous savez les faire, expliquant que les Français avaient mis Emmanuel Macron hors d'état de nuire. Donc est-ce que les Français ont choisi le blocage institutionnel d'une certaine manière dans ces élections législatives? Est-ce qu'il y a une rationalité du vote? Alors, je crois qu'il y a une forme de génie du suffrage universel. C'est-à-dire que une masse de décisions individuelles donne un sens en fait et fait émerger une volonté générale. C'est ça qui est très intéressant. Regardez, quand Lionel Jospin échoue à arriver au second tour de l'élection présidentielle de 2002, on peut raisonner en disant il lui a manqué 600 000 voix, c'est les voix de machin, c'est les voix de trucs, etc. Mais ça dit quelque chose. Ça nous raconte l'échec de cette gauche, d'un candidat qui explique mon programme n'est pas socialiste, l'État ne peut pas tout, etc. Donc il y a un sens. Et bien là, c'est exactement la même chose. Ce sont des décisions individuelles qui sont le résultat de plusieurs mécanismes qu'on peut expliquer, à savoir d'abord le fait qu'Emmanuel Macron a très clairement choisi d'enjamber cette élection comme il avait enjambé la présidentielle. En gros, il a fait le pari extrêmement dangereux de considérer, et je crois que c'est, je vais expliquer pourquoi c'est dangereux, mais de considérer que s'il y avait de l'abstention, s'il n'y avait pas de campagne, cette abstention toucherait en priorité les électeurs des deux autres camps, c'est-à-dire du Rassemblement national et de la NUPES.
Et donc, son électorat naturel, enfin, qui est devenu son électorat naturel, parce que c'était pas le premier électorat, c'est-à-dire plutôt retraité, plutôt favorisé, irait toujours voter, donc on s'en sortirait. C'est un choix éminemment dangereux, problématique, parce que l'abstention est en train de miner la démocratie française. C'est-à-dire que quand on a plus de 50% d'abstention à des élections comme les élections législatives, c'est-à-dire les élections fondamentales, celles qui élisent les gens qui vont faire la loi, c'est majeur. Eh ben non. Voilà. Ajoutons à cela qu'Emmanuel Macron, de toute façon, considère que le Parlement ne sert à rien. C'est-à-dire qu'on a vu sa façon d'exercer le pouvoir. Il considère, en bon technocrate, moderniste, pur produit de à la fois de cette haute technocratie et du privé, un homme seul, plus intelligent que la moyenne, n'est-ce pas, est quand même plus efficace. Et donc, on va dépasser tous les blocages. Mais c'est pas un blocage, l'Assemblée nationale, ça s'appelle la démocratie. C'est tout, c'est la représentation du peuple. Bon, et donc, on a ce phénomène-là, et on a une alliance à gauche avec un Jean-Luc Mélenchon qui, pour le coup, fait un coup de génie. C'est-à-dire qu'avoir l'idée, justement, qu'on va mobiliser pour inverser la donne parce qu'il a analysé très justement qu'il y a une frustration terrible des électeurs français. Une fois de plus, ils se sont fait braquer. C'est-à-dire qu'une fois de plus, on leur a dit « vous n'avez pas le choix ». Puisque c'est un second tour Macron-Le Pen, vous êtes obligés de voter dans un sens. Et de fait, la majorité des électeurs français ne veut pas sauter dans l'inconnu. Voilà, c'est ça en fait la conclusion du truc, c'est qu'il y en a une majorité qui se dit quand même, c'est une prise de risque. On sait ce qu'on a, on ne sait jamais ce qu'on gagne. Donc, assurons l'essentiel, pas de chaos. Et donc, on arrive dans cette configuration. Jean-Luc Mélenchon se dit, je vais embrasser cette frustration et je vais lui donner un sens politique par une union de la gauche. Mais une union qui, pour une fois, a donc son centre de gravité à la gauche la plus radicale et non pas dans la social-démocratie comme ça se faisait avant. Donc toute cette mécanique crée la configuration dans laquelle on est, avec évidemment des médias qui ne traitent que de cette union de la gauche parce que c'est ça qui les intéresse, et qui oublient complètement qu'il y a eu quand même... que le Rassemblement national était au second tour. 41%. Il faut dire que Marine Le Pen a fait un score inattendu, mais elle a semblé parfois oublier elle-même qu'elle était au second tour. Voilà, elle est partie en vacances ensuite, et elle a... Bon, ce qui est tout à fait mérité, mais enfin, justement, elle non plus n'a pas fait campagne. Non plus, ouais. Voilà, donc en fait, on a tout un électorat qui est allé voter pour les candidats du Rassemblement national, mais à bas bruit, sans le dire. Juste pour, là aussi, c'est le fameux gourdin, quoi, pour dire, écoutez, on existe, écoutez-nous. Et ça donne cette chambre, donc ça, en effet, ça a un sens. Pourquoi on a titré hors d'état de nuire à Marianne? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de citoyens français qui ont voté pour qu'Emmanuel Macron n'ait pas les pleins pouvoirs. C'est ça le sens de cette élection. Ils ne veulent plus de ce pouvoir unique dont ils ont vu pendant un quinquennat ce qu'il donnait, notamment pendant la crise du Covid, où on a un homme à l'Élysée avec un conseil de défense qui n'est absolument pas représentatif, qui ne rend pas de compte devant la représentation nationale, c'est quand même délirant. Et donc, ils rééquilibrent, ils font exister le Parlement, ils créent une chambre de proportionnel avec le scrutin majoritaire. C'est quand même totalement dingue. Et certains disent, mon Dieu, c'est ingouvernable. Mais c'est ingouvernable si on décide de continuer à se faire croire que quelqu'un a raison contre tous les autres. Donc ça va obliger au bout d'un moment les partis politiques à discuter entre eux. Vous savez que pendant le premier quinquennat, il y en a eu des tentatives d'amendement de la part de représentants de l'opposition. Je pense quelqu'un comme François Ruffin, il s'est battu sur des causes. Il en a même fait un documentaire absolument formidable avec un député La République En Marche, rapport parlementaire avec ensuite proposition de loi sur le statut de toutes les personnes qui sont des aides à domicile, des aides aux enfants handicapés, etc. C'était fondamental. Ils se sont fait retoquer parce qu'on n'étudie même pas les amendements venus de l'opposition. Bon, ça c'est la pratique gouvernementale qui n'a rien compris à ce que c'est que la démocratie, c'est-à-dire on a eu la majorité, donc vae victis, les autres, les perdants n'existent pas. La démocratie, c'est pas ça. C'est le principe dialectique. Il y a une majorité, mais elle écoute ce qu'il y a d'intéressant dans le camp adverse et elle fait un pas dans le même sens, et c'est comme ça qu'on arrive à un consensus et qu'on fait en sorte que ceux qui sont minoritaires
acceptent la loi de la majorité. Donc peut-être qu'on va aboutir à ça. Ce qui me rend pessimiste tout de même, c'est que on sait très bien qu'il va y avoir un jeu de rôle de tous les côtés. Regardez. Vous avez la NUPES qui vous explique c'est scandaleux, LR, LREM, ils ont voté pour qu'il y ait des vice-présidences RN, c'est honteux, etc. Mais de l'autre côté, ils font la même chose. Regardez, c'est scandaleux, c'est Éric Coquerel qui a la commission des finances. Alors, Dieu sait que je combats Éric Coquerel sur les questions de laïcité, je pense que c'est quelqu'un qui a tiré les insoumis dans le sens le pire. Mais vraiment, l'histoire de la France insoumise aurait pu être différente dans le dernier quinquennat. Sans Éric Coquerel. Éric Coquerel, qui est élu, il faut le rappeler, en banlieue, et qui a Épinay-sur-Seine, et qui a choisi une ligne clientéliste, on peut le dire comme ça. Exactement. Donc, mais pour autant, il ne me semble pas illégitime que la NUPES ait la commission des finances, parce qu'on peut ergoter sur le fait que c'est le Rassemblement national qui a le premier groupe. Mais de fait, la NUPES a fait un accord et les députés NUPES ont été élus en tant que NUPES. Donc c'est pas illégitime. Et il me semble tout à fait juste qu'il y ait une répartition, qu'il y ait des vice-présidences du Rassemblement national, des postes importants à la NUPES. Et voilà, c'est ça la démocratie. Ce qu'on peut regretter, c'est cette espèce de jeu de rôle qui consiste à dire les autres sont des ordures, ils ne doivent rien avoir. Or, on risque d'avoir ça pendant longtemps avec un Emmanuel Macron qui est en train d'essayer une fois de plus de contourner le problème au lieu de l'affronter. C'est-à-dire d'essayer de maintenir Elisabeth Borne pour aller décrocher petit à petit des gens, pour en gros négocier un gouvernement qui va faire plaisir aux uns, aux autres, etc., tout en expliquant qu'en fait, il ne changera rien parce que son projet présidentiel est légitime. Mais à quel moment on a voté sur son projet présidentiel ? Ouais, tout à fait, mais je vous écoute et c'est vrai que le résultat de ces élections a pu inquiéter et a pu être vu à juste titre tout de même comme un symptôme d'une crise de la démocratie. Ce qui est vrai. On a rappelé le taux d'abstention qui dépasse les 50% tout de même. La France insoumise et le Rassemblement national sont pas forcément des partis de gouvernement traditionnels, disons-le comme ça. Mais en même temps, je vous écoute depuis tout à l'heure et je me dis que certes, c'est une crise de la démocratie, mais c'est aussi un retour de la démocratie d'une certaine manière, voire un retour du politique. On parlait en début d'émission du poids de la technocratie, de ce néolibéralisme, mélange de marché et de bureaucratie qui avait remplacé la politique. Est-ce que le sens aussi de ce vote, c'est pas des Français, on veut que la politique fasse son retour dans ce pays? Mais bien sûr, je pense que c'est ça. Ça révèle une grave crise démocratique qui peut encore s'amplifier et c'est profondément inquiétant, mais en même temps, ça révèle justement une demande de politique. Ça révèle une demande de changement. Le principe de la politique, c'est quoi ? C'est changer la vie. C'est l'idée qu'on va pouvoir changer la vie par la décision collective. Donc l'idée que ce ne sont pas des mécanismes économiques qui gouvernent et des impératifs qui nous échappent. Sinon, c'est même pas la peine de se faire ce film sur la République, la démocratie. Si on considère que de toute façon les lois fondamentales de l'organisation de nos existences échappent à la décision collective. Donc nous sommes la République française, et la République française, ça veut dire que chaque citoyen a une voix. Une voix vaut une voix, c'est-à-dire celui de l'expert très savant qui a fait l'ENA, etc., ne vaut pas plus que celui d'un chauffeur-livreur ou d'un paysan, etc. C'est la même chose. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chacun a tendance, malgré toute sa clairvoyance, à défendre ses intérêts de classe. Et les intérêts de classe de l'énarque ne sont pas plus légitimes que les intérêts de classe du chauffeur-livreur. C'est tout. C'est une vérité. Si on ne croit pas en ça, on n'est pas démocrate, tout simplement. Donc la question, c'est comment on fait vivre ça, comment on organise ça. Et donc on a ce retour du politique, cette demande qui apparaît dans ces élections, c'est-à-dire qu'une fois de plus, vous avez un peuple qui se saisit de la possibilité qui lui est donnée de s'exprimer pour contourner les problèmes et pour dire « on est là, écoutez-nous ». Si ça ne marche pas, si tout est fait pour que ça se transforme en pugilat dénué de sens, c'est-à-dire nom d'oiseau, mais sans que rien ne se passe, ça peut être dangereux parce que la colère s'exprimera d'une autre façon. On a vu ce que ça donnait avec les gilets jaunes, c'est-à-dire une colère qui surgit et qui se fait entendre. Ça peut encore arriver parce que la crise démocratique, elle est quand même là. 50% d'abstention, ce sont les plus pauvres qui s'abstiennent, donc qui ne défendent pas leurs intérêts de classe. On a vu le chantage, finalement, c'est-à-dire, en fait, vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas voter pour telle ou telle décision. Regardez le discours sur l'Union européenne.
C'est-à-dire que ce soit le Rassemblement national ou la NUPES sont accusés de vouloir sortir de l'Union européenne. Non, ils veulent une renégociation des traités. Mais comme Emmanuel Macron, en fait, lui aussi, il veut une renégociation des traités. D'ailleurs, pendant le Covid, on a mis à la poubelle le traité de Maastricht, enfin la règle budgétaire qui était présentée comme sacro-sainte. Je suis désolé, je vous ai coupé, mais on continue là-dessus après la pause. Justement, j'allais vous demander si c'était une réplique finalement du non au référendum de 2005. On essayera de faire aussi un peu de prospective. Qu'est-ce qu'il faut attendre malgré tout de ce quinquennat? Voilà, après une courte pause, vos réponses, Natacha Polony, en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Natacha Polony. Nous faisons le bilan de cette élection présidentielle et législative. Avant la pause, on parlait de la crise démocratique qui se dessine. On notait que peut-être pour la première fois malgré tout au Parlement, on avait des partis qui représentaient un peu le non au traité constitutionnel de 2005. On a à la fois le non de gauche avec Jean-Luc Mélenchon et le non de droite, d'une certaine manière, avec Marine Le Pen. Est-ce qu'il y a une revanche des électeurs là-dessus qui n'avait pas été entendue à l'époque ? Alors, une revanche peut-être, la question est de savoir ce qu'il en sort de tout ça. Parce que ce qui apparaît aussi, c'est que la crise en Ukraine, par exemple, a finalement remis sous le tapis les véritables problèmes. On voit à nouveau une espèce de rouleau compresseur qui empêche toute réflexion sur la nature de cette Union européenne, son mode de fonctionnement, sa dépendance vis-à-vis des États-Unis, le rôle d'une défense européenne par rapport à l'OTAN. Tout ça est totalement oublié. Ça y est, ça a été balayé et tout le monde considère que de toute façon, nous avions besoin de tout ça, etc. C'est-à-dire que le débat n'est pas entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre l'Europe. Parce que d'abord, l'Europe, c'est un fait, c'est une civilisation. La question est de savoir comment on organise l'Union européenne pour qu'elle ne soit pas une machine à détruire les peuples, à leur confisquer leur légitimité démocratique, mais soit une machine à protéger les peuples. Ce qui est important, c'est comment l'Union européenne défend la souveraineté des différents peuples et des différents États-nations d'Europe à travers des éléments très concrets, que ce soit la défense, l'énergie, l'alimentation, dont on s'aperçoit enfin, il était temps, que c'est quand même ça l'essentiel. Or, on voit bien que pendant cette campagne, tous ceux qui essayaient de réfléchir à ça, immédiatement, étaient accusés. Alors la réponse automatique, sans l'Europe, on n'aurait pas eu les vaccins. Je suis pas tout à fait sûr que ça se passe exactement comme ça. Enfin, je vais pas perdre du temps à développer. La Grande-Bretagne a eu ses vaccins, il me semble, même avant nous. Mais on voit que justement la Grande-Bretagne, qui est sortie de l'Union européenne, a essayé de faire un accord. Alors, parfaitement contestable sur ces demandeurs d'asile en faisant un accord financier avec le Rwanda pour les envoyer au Rwanda et qu'ils fassent leurs demandes là-bas. Je défends le droit d'asile du moment qu'il n'est pas contourné par des gens qui ne viennent pas en fait pour des raisons politiques. Mais pour les vrais réfugiés politiques, c'est essentiel le droit d'asile. Là, il le contourne. Mais alors même qu'il y a eu le Brexit, la Cour européenne des droits de l'homme, puisqu'il faut expliquer que ça dépend du Conseil de l'Europe, qui est quelque chose d'autre que l'Union européenne, interdit, et donc ça bloque la politique. Et on en revient à cette question, état de droit contre volonté des peuples, alors que normalement ça ne devrait pas être contre, ça devrait être avec dans un processus équilibré. Donc vous voyez, toutes ces questions-là, on ne les pose pas. Et bien entendu qu'il ne s'agit pas de dire que la France pourrait sortir de l'Union européenne comme ça par magie, parce que de toute façon, les économies sont totalement imbriquées. L'euro, on peut en dresser le bilan, il est catastrophique. Il n'empêche que ce serait peut-être plus catastrophique encore d'en sortir, dans la mesure où il y aurait une fuite des capitaux, il y aurait un déséquilibre. Il faut faire avec, mais comment on fait avec ? Comment on fait pour que la France pèse face à une Allemagne qui non seulement nous écrase industriellement, non seulement veut maintenant avoir la main mise sur les industries de défense qui était la seule chose qui nous restait, mais en plus veut se réarmer. On fait comment ? Or tout ça, si vous discutez avec des gens, des spécialistes, vous vous apercevez qu'en fait, ils vous expliquent qu'il n'y a pas de bras de fer. Il devrait y en avoir un. Il n'y a pas de rapport de force. On est en train de tout céder. On est en train de céder notre industrie de défense comme ça, cadeau, dans l'espoir d'arracher quelques concessions. Et c'est vrai dans tous les domaines. Donc, la question, c'est d'introduire du rapport de force en Europe, de faire peser les intérêts français pour permettre donc
une Union européenne qui ne soit pas totalement inféodée à la puissance américaine, qui préserve tout simplement d'abord là son économie, son existence, parce que ce qu'on est en train de voir, la crise qui va arriver, c'est une crise terrifiante. L'inflation là, d'ailleurs elle n'est pas seulement due à la guerre en Ukraine, hein. Elle est liée aussi au dérèglement de toutes les chaînes de valeur, c'est-à-dire qu'à force de fabriquer à l'autre bout de la planète, avec au sein d'un même, par exemple vous prenez un pot de yaourt, enfin un yaourt, il est fabriqué, il fait des milliers de kilomètres entre le plastique, du pot, le lait, les machins, c'est délirant comme système. C'est ça qui fait qu'on a une inflation énorme et qu'on ne va pas juguler tout de suite, parce qu'en fait, le système est arrivé au bout. C'est-à-dire la logique des flux ne fonctionne plus, parce que dès qu'il y a un petit grippage, hop, ça s'effondre. Le Covid, en fait, on paie les conséquences du Covid et du fait que la mondialisation a été bloquée à ce moment-là. Exactement. Et tout ça, on n'en parle pas. Il n'y a pas de discussion là-dessus. On ne voit pas à quel moment Emmanuel Macron, Bruno Le Maire prennent à bras-le-corps ces sujets-là. Donc, si on en reste à une opposition stérile pour ou contre l'Europe, pour ou contre ci ou ça, on passe à côté de toute la complexité de ces sujets-là. Regardez, c'est même vrai sur la guerre en Ukraine. La question n'est pas d'être pour l'Ukraine contre la Russie, pour la Russie contre l'Ukraine, etc. Vladimir Poutine est l'agresseur. Personne ne le nie. C'est une horreur ce qu'il est en train de faire. C'est monstrueux. La question est de savoir comment on fait en sorte que l'Union européenne, que les pays européens ne soient pas broyés là-dedans et que l'Europe ne perde pas sa possibilité dans les 20 ans à venir de peser sur le destin du monde, parce que justement, elle s'affaiblit économiquement du fait des sanctions qui sont décidées et qui la touchent elle, pas le reste du monde, hein, pas les États-Unis, pas les rien, États-Unis, voilà. oui, notamment. Comment elle fait pour peser géostratégiquement? On voit à quel point sur ce coup-là, Emmanuel Macron a essayé, mais il est broyé en permanence. La façon dont Volodymyr Zelensky, très certainement à la demande des Américains, décrédibilise la tentative d'Emmanuel Macron de faire négocier, c'est hallucinant. Et face à ça, on a des médias français qui sont d'un conformisme absolument effarant. Moi, je n'en reviens pas. C'est-à-dire qu'ils sont là aussi dans une logique binaire, le blanc, le noir, sur l'émotion. Voilà, on est sur les questions d'émotion. Jamais dans l'analyse, par exemple, des tensions énergétiques, de toutes les causes profondes, c'est-à-dire ce qui a été fait avec Nord Stream 2, les choix énergétiques de l'Allemagne, les choix énergétiques de la Turquie. C'est ça l'enjeu. On va se retrouver dépendant du gaz naturel liquéfié américain plutôt que du gaz russe. Est-ce que vraiment c'est souhaitable? D'abord, c'est beaucoup plus cher, attention, donc ça va nous ruiner. Et ensuite, est-ce que c'est d'un point de vue écologique une catastrophe? Est-ce que c'est souhaitable de passer d'une dépendance à une autre? Quand on essayait d'alerter sur les mauvais choix d'Angela Merkel, sur les questions énergétiques, on se faisait traiter de germanophobe. Maintenant, ça y est, elle est passée dans le camp du mal parce qu'elle achetait du gaz russe. Et c'est tout aussi bête. La question n'est pas là. C'est comment on construit notre indépendance. Une forme de souveraineté énergétique, ça va être un des enjeux sans doute du quinquennat à venir, mais même des décennies à venir. Mais revenons à quelque chose qui peut apparaître un peu plus politicien, mais qui est quand même pas dénué de sens. On va avoir sans doute un nouveau gouvernement dans pas longtemps, une déclaration de politique générale du Premier ministre, Elisabeth Borne. Qu'est-ce que vous attendez de cette déclaration de politique générale, de ce nouveau gouvernement? Comment faire pour s'adresser à cette Assemblée nationale divisée, mais surtout pour s'adresser au pays? Ce que j'attendrais, c'est tout simplement une petite trace, une petite idée qu'il y aurait de la part de l'exécutif la compréhension de ce qui s'est passé et de ce que le peuple français attend. C'est-à-dire, non pas cette espèce d'idée que le peuple français a voté pour un programme et qu'on va l'appliquer, que de toute façon on n'a pas le choix parce que l'économie dicte sa volonté, mais une analyse de fond de l'état de la France, les difficultés que nous rencontrons, que nous venons d'évoquer, sur la communauté nationale, sur la puissance économique, sur l'indépendance, etc. Une analyse de fond et ensuite une projection. Qu'est-ce qui va nous permettre d'en sortir
à court terme, à moyen terme, à long terme. Ce serait ça, une véritable déclaration de politique générale qui emporte les députés qui ne sont pas forcément du même camp en disant nous allons agir en fonction du bien commun. Vous avez des idées, nous ne les partageons pas. Il y en a qui sont forcément bonnes parce qu'il y en a sur lesquelles nous pouvons nous retrouver. Et de toute façon, nous avons tous ensemble chevillé au corps l'amour de la France, l'idée que nous sommes au bord du gouffre et que tous ensemble nous allons nous en sortir parce que c'est le mandat qu'a donné le peuple français. Voilà, quelque chose comme ça. La France, justement, c'est un peu une sorte de phénix. Elle a connu des heures très sombres dans son histoire. Elle arrive toujours à se relever. Comment vous voyez la suite ? Est-ce qu'on a touché le fond et qu'on va remonter ou est-ce qu'on peut s'enfoncer encore, Natacha Polony ? Il m'arrive d'avoir des moments de profonde interrogation, voire de mélancolie. J'ai toujours en tête l'analyse de Régis Debray disant qu'en fait la France est morte en juin 40 et que Charles de Gaulle n'aurait que maintenu un cadavre en fait debout dans une immense illusion. Je ne veux pas croire ça et pourtant je sais à quel point juin 40 et la guerre de 14 ont brisé quelque chose de terrible. C'est une civilisation qui est morte en 14. C'est terrible. Mais il reste des choses, il reste un génie dans ce pays. Il suffit de se promener en France, il suffit de voir la beauté des paysages, mais surtout la vigueur des gens. Allez vous balader au salon du Made in France au mois de novembre, mais vous voyez l'inventivité, la ferveur des gens qui essayent de produire en France, de créer. Donc il y a des choses absolument merveilleuses. Est-ce que j'ai aussi d'autres moments de mélancolie où je me dis, mais après tout, si on va vers un fédéralisme européen qui ne reflète pas mes idées, je suis pour une confédération d'États-nations, mais si après tout on a une grande Europe, j'allais dire une sorte de Saint-Empire romain germanique, est-ce si grave ? Est-ce que je me trompe en pensant que c'est grave, en pensant qu'on va y perdre quelque chose ? Peut-être, je ne sais pas. Moi je trouve que qu'il faut maintenir ce génie de la civilisation française qui a apporté quelque chose au monde. D'abord, un mode de vie, un amour du beau et du bon. Et dans l'histoire de l'humanité, ce moment où on prend du recul par rapport à la simple survie pour essayer en esthète de défendre la beauté, les moments de convivialité, de partage autour d'un plat, autour d'un vin, c'est quelque chose qu'il faut maintenir pour l'ensemble de l'humanité. C'est un don au reste de l'humanité. C'est ça le génie français. Ça existe encore. Et je pense que la plupart des Français se retrouvent là-dessus. Donc il faut absolument préserver tout cela, une certaine idée de la liberté, du rapport entre les hommes et les femmes fondé sur la conversation. Tout ça, ça doit se perpétuer. Donc trouvons les moyens de le perpétuer et d'y intégrer l'ensemble des citoyens. Je pense que c'est ça le projet. Intégrer tout le monde à cette civilisation qui a sa spécificité. C'est un petit endroit dans le reste du monde. Ça n'existe pas ailleurs. Et cette différence est quand même merveilleuse. Merci Natacha Polony pour ce très bel éloge de la France. Pour finir, Natacha Polony, présidente, peut-être dans les 5 années à venir, nous verrons en tout cas. C'était un plaisir de vous recevoir pour cette émission. Et Merci on se beaucoup. retrouve bientôt dans Toute Vérité. Tout de suite, après une courte pause, les informations. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio.